Alors bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il sera question aujourd'hui du Synth X, qui est un instrument virtuel issu de l'émulation du synthétiseur LK Synth X, créé par l'italien Mario Maggi au début des années 80, et utilisé par nombreux artistes, notamment Tangerine Dream, Stevie Wonder et le grand Jean-Michel Jarre. Ce synthé a été rendu célèbre notamment grâce à ses oscillateurs analogiques, contrôlés numériquement, qu'on appelle aussi des DCO, permettant ainsi de garantir la stabilité des fréquences. On a un traitement en fait ici analogique, du VCF pour les filtres et du VCA pour l'amplitude, qui sont commandés donc par des tensions. Il est connu également pour proposer donc une polyphonie à 8 voix avec une architecture à double couche, splittable, en deux, soit 2 fois 4 voix. C'est comme si on avait 2 synthétiseurs en un, qui permet donc de créer des sons très riches, expressifs, évolutifs, et ce qui fait de ce synthétiseur un hybride entre le monde de l'analogique et du numérique. Comme à son habitude, Arturia y a ajouté des options supplémentaires afin de répondre aux besoins des utilisateurs, notamment en termes d'effets, où on pourra empiler jusqu'à 4 effets en série, des modulations avancées, un niveau... des améliorations aussi au niveau de l'arpégiateur, donc avec le multi-harp qui permet de superposer jusqu'à 4 arpégiateurs indépendants avec leurs propres séquences, rythmes et notes, et de la polyphonie tout en préservant l'authenticité de l'appareil d'origine. Le plugin est également compatible MPE pour MIDI Polyphonic Expression si vous avez des contrôleurs qui permettent d'utiliser ce protocole plus expressif. Voyons ensemble comment tout ça fonctionne. Alors je précise que j'utilise actuellement une version bêta, que je n'ai pas encore le manuel utilisateur, donc je vous demanderai toute votre indulgence. Commençons avec une écoute des presets, qui ne sont qu'au nombre de 40 pour le moment, car j'ai pas la version définitive du plugin.
Alors, la section Layer Control. Alors, comme je vous l'ai indiqué en introduction, le synthé dispose d'une architecture à double couche, comme le synthétiseur d'origine, et chaque couche, en fait, possède ses propres oscillateurs, filtres et modulations pouvant être édités séparément. On peut sélectionner donc le layer, c'est-à-dire la couche A ou B, et ainsi afficher les différents réglages en bleu ou en vert. On peut également faire cette sélection en haut à droite du plugin. Et à droite, on a un témoin level qui permet de visualiser si on a du son ou pas. Dans la section mode, on trouvera donc 3 modes. Solo, avec ce mode, seule la couche sélectionnée avec l'interrupteur produira du son, soit le A, soit le B. On a le mode duo avec donc les deux couches qui produiront le même son. Et le stéréo link, de ce que je comprends, en fait, le layer sélectionné est dupliqué à l'identique et panné complètement à gauche et à droite. Donc on fait le test avec le layer A, puis alternativement avec le stéréo link et en solo. Idem avec le layer B. Alors sur la gauche, on pourra copier les réglages du layer A vers B et inversement, A vers B ou B vers A, ou faire un reset pour revenir au réglage par défaut. Maintenant, au niveau de la section des générateurs. Donc on a deux oscillateurs fidèlement modélisés avec des formes d'ondes multiples dans la section waveform avec la triangulaire, la saw, la square et la pulse. Donc on appuiera sur celle qui nous convient, qui sera affichée en fait avec la LED bleue, un témoin qu'elle est en cours d'utilisation. On va tester les différentes formes. Le rotatif octave permet de sélectionner la hauteur de l'oscillateur en intervalle d'octave. On teste. Le rotatif transpose permet de transposer, c'est-à-dire de changer la hauteur sur une plage plus petite, jusqu'à 12 demi-tons, soit donc une octave. Le rotatif pulse width contrôlera la largeur d'impulsion, seulement si la forme d'onde pulse est sélectionnée. On fait le test. Et le rotatif volume contrôlera le niveau de l'oscillateur. À 0, il sera inaudible. Alors un petit tips, on va essayer de recréer un petit son de synthé rétro. Donc on va monter le volume de l'oscillateur 2 en sélectionnant la forme d'onde carrée, la square, pour les deux oscillateurs. Donc octave à 8, et je vais transposer à 3 ou 5 demi-tons le second oscillateur. On fait un petit test. On a un son type jeu vidéo des années 80. Et dans la section Waveform, on trouvera également donc un oscillateur PWM pour Pulse Width Modulation. C'est ce qu'on appelle la cross mode pour la modulation croisée. Donc en l'activant, la largeur d'impulsion d'un oscillateur sera modulée par la fréquence de l'oscillateur opposé, ce qui a pour effet en fait de générer des harmoniques complexes. On va prendre un exemple. Je vais prendre donc l'oscillateur 2 Pulse Width activé dans l'oscillateur 1 avec un volume qu'on va mettre à midi.
Hein, le volume de l'oscillateur 2, je le laisse à 0. Et je vais jouer avec les formes d'ondes de l'oscillateur 2, hein, donc les rotatifs d'octave et de transpose, hein, pour générer en fait des harmoniques complexes. Sachant que je n'ai pas du tout de son, hein, sur l'oscillateur 2. Hein. Il sert uniquement à moduler la largeur d'impulsion de l'autre oscillateur. D'ailleurs, on aura un genre d'unisson, hein, si je mets le rotatif transpose à plus 12 demi-tons au maximum. Pensez également à utiliser le Stereo Link, hein, pour obtenir des textures stéréo plus riches. On a également la Ring Mode, hein, pour la modulation en anneau. Donc le principe, hein, consiste à combiner mathématiquement les formes d'ondes des deux oscillateurs afin d'obtenir du contenu harmonique plus riche, plus métallique. Hein, on ne pourra en fait l'utiliser que sur l'oscillateur 1, hein, ou le 2, mais pas les deux en même temps. On va prendre un petit exemple. On va activer l'onde triangulaire sur l'oscillateur 1 et activer la ring modulation de l'oscillateur 1. On met le volume de l'oscillateur 2 à 0. Et de la même manière, on va jouer avec les rotatifs octave et transpose de l'oscillateur 2, hein, pour obtenir des textures même inharmoniques. Sur le second oscillateur, on a une option supplémentaire de Hard Sync. Alors cette option, elle permet de verrouiller la période de l'oscillateur 1 sur celle de l'oscillateur 2, forçant ainsi l'oscillateur 2 à suivre la même fréquence de base. On va prendre un exemple, donc on va mettre le volume de l'oscillateur 1 à 0, le volume de l'oscillateur 2 au maximum, on active le Hard Sync, et on peut utiliser en fait le rotatif transpose de l'oscillateur 2 pour générer des formes d'ondes asymétriques et ainsi générer des harmoniques complexes. On teste. Alors petit tips, on va essayer de créer en fait un petit effet de synthé lead à la Daft Punk. Alors, il suffit simplement d'activer le glide sur l'oscillateur 2. On ajuste le speed sur 6 et le glide mount sur 2. On écoute. Et pour terminer, avec les générateurs de son, on a donc le noise generator qui va produire donc du bruit blanc ou rose pour texturer vos sons. Alors petit tips, hein, on va essayer de créer une snare, une petite snare. Donc le noise generator volume, on va le mettre au maximum. On réduit le sustain de l'enveloppe d'amplitude à 0, pour pas que le son soit maintenu. On met le decay de l'enveloppe d'amplitude entre 1 et 2, on teste.
Et on peut faire un effet inverse, un genre de reverse snare en montant l'attaque de l'enveloppe d'amplitude à 6 par exemple. On essaye de faire le test. Voire même de faire un effet de sweep avec une attaque allant jusqu'à 10. On peut même essayer de reproduire le bruit des vagues de la mer, donc on garde notre réglage de la snare, et on se met sur le noise, le noise en mode pink, rose, et on va rallonger le release de l'amplitude pour que le son disparaisse progressivement, 1 sur 8 à peu près, on teste. Alors, la section filtre. Donc le synthé est doté d'un filtre analogique virtuel multimode, modélisé d'après le matériel d'origine, basé sur le SEM 3320. Comme son nom l'indique, il est multimode, proposant ainsi de low pass 1-2, 2 bandes pass et 1 high pass, le HP. Donc on reprend un preset par défaut, avec l'oscillateur 1 sur l'assaut, l'octave sur 16 et le volume au max. Alors un petit rappel, le low pass laisse passer les fréquences basses jusqu'au point de coupure de filtre, qui est nommé communément le cutoff, ou frequency, ici. Et toutes les fréquences qui sont situées en fait après seront coupées à 24 dB par octave pour le LP1, le low pass 1, et à 12 dB par octave pour le low pass 2. On fait le test. Après le BP pour band pass capture, donc une bande de fréquence située de part et d'autre de la fréquence de coupure. Donc la courbure a une forme en fait de montagne ou en cloche, et la courbure est de donc 12 dB par octave pour le BP1 et de 6 dB par octave pour le BP2. On teste. Et enfin, on a le HP pour le high pass qui coupera les fréquences, les basses fréquences en fait, avant le cutoff avec une courbure à 12 dB par octave. On fait le test. Alors le filtre est capable d'entrer en auto-oscillation, donc je vais vous le montrer, on revient sur le LP1, je mets à 0 en fait le volume de l'oscillateur 1, et si je mets la résonance qui augmente en fait la fréquence au point de coupure de filtre, si je la mets au maximum et que je joue une note, et ben on entendra la fréquence qui est sélectionnée avec le rotatif frequency. Et je change la fréquence et on aura une autre note, sans pour autant utiliser l'oscillateur 1 et 2 puisque les volumes sont à 0. Et si je souhaite que les fréquences suivent les notes jouées par le clavier MIDI, il faudra mettre le rotatif keyboard au maximum. On fait le test. Alors un petit tips aussi, on va essayer de reproduire en fait le filtre agressif des Daft Punk dans le titre Rolling and Scratching, ou en tout cas on va essayer de s'en rapprocher. Donc je vais basculer en mode HP et je vais jouer avec le rotatif frequency, le cutoff de la position donc à 0 jusqu'à 3, 4, 5 ou 6 rapidement, tout en jouant la note, ici ça sera la Fa dièse. On teste. Donc
Donc le filtre est modulé par une enveloppe ADSR pour Attack, Decay, Sustain, Release. Je vous invite à consulter mon tuto sur qu'est-ce qu'une enveloppe ADSR si ce terme ne vous dit rien. En gros, dès qu'on joue une note, on va déclencher l'enveloppe qui va suivre en fait une courbe avec des valeurs plus ou moins importantes sur un temps donné. Plus la courbe est haute, eh bien plus les valeurs seront importantes et plus le filtre va s'ouvrir et inversement. Donc le rotatif enveloppe va doser l'intensité de la modulation, qu'on appelle aussi amount. Donc à 0, il n'y a pas de modulation. Et dans les valeurs positives, la courbe de l'enveloppe va monter progressivement ou rapidement en fonction de la position du rotatif attaque. Je vais mettre l'attaque ici entre 6 et 7, et l'enveloppe au maximum, on fait le test. Et dans les valeurs négatives, la courbe de l'enveloppe sera inversée, c'est-à-dire qu'elle va descendre rapidement, puis remonter. On va mettre l'enveloppe au minimum, on fait le test. On peut également utiliser la vélocité, c'est-à-dire avec la force d'appui sur les notes du clavier pour doser l'intensité de la modulation du filtre. Donc là, on va faire le test. Je vais mettre l'enveloppe à plus 5 et la vélocité à 10. Et si je joue doucement avec mes notes, eh ben, le filtre s'ouvrira peu et beaucoup si jamais j'appuie plus fort sur les notes. Un autre petit tips, on peut créer un effet de balayage de filtre. Donc je vais remettre ma vélocité à 0, on double-clique sur le rotatif avec la souris. Je mets mon attaque à 6 ou 7. Je mets mon decay entre 7 et 8. Et mon enveloppe au max à plus 5. Et je vais jouer une note en la maintenant longtemps. On fait le test. Et on entend bien en fait cet effet de balayage de filtre. On peut essayer de prendre un autre exemple pour avoir un son plus punchy ou plus plucked avec des transients marqués. Je vais mettre mon attaque à 0 avec un decay sur 2, on fait le test. Vous voyez, là c'est plus punchy. Alors maintenant, on va voir la section amplifieur. Alors concernant la gestion du volume et de la répartition du son dans l'espace stéréophonique, on va trouver ça dans la section pan volume. Donc le spread, lui, permettra de répartir, c'est-à-dire d'étendre les voix dans le champ stéréophonique. Le pan, lui, va définir la position du layer dans l'espace stéréophonique. Et le volume va ajuster le volume du layer en cours d'utilisation. Donc un petit tips, on va essayer d'effectuer des réglages différents pour le layer A et le layer B. On va prendre un exemple, je vais mettre on va prendre le spread A au maximum et le spread B à midi. On va mettre le pan du A à 1/4 et le pan du B à 3/4. Et le volume des deux, A et B, à midi. Et vous voyez qu'on peut obtenir en fait une grande richesse sonore dans l'espace stéréophonique. Alors attention cependant, si vous travaillez en mode stéréolink, le paramètre spread sera désactivé, puisque les calques sont répartis entièrement à gauche et à droite.
Concernant l'enveloppe d'amplitude, on retrouvera la classique enveloppe ADSR, le même principe de fonctionnement que pour le filtre, mais ici qui sera dédié à l'amplitude, c'est-à-dire au volume. Une attaque plus longue permettra de créer des sons type nappe ou pad. On fait le test. Et si vous voulez que le son se maintienne tant que vous restez appuyé sur les notes, il faudra un sustain, c'est-à-dire un maintien supérieur à 0. On teste de 0 à 10. Et si vous souhaitez que le son ne disparaisse pas tout de suite après avoir relâché les notes, afin d'enchaîner par exemple un second accord, il faudra un release d'au moins 2 secondes, soit sur la position autour de 7. On a également un rotatif Velocity qui permet également de contrôler l'amplitude avec la force exercée sur les notes du clavier. Alors maintenant, on va voir la section modulateur. Alors, comme sur tout synthé qui se respecte, on trouve généralement un LFO, c'est-à-dire un oscillateur basse fréquence non audible et qui permet de moduler des paramètres de par sa cyclicité. On en a un par layer, donc encore une fois, beaucoup de possibilités d'édition sonore. Le LFO est caractérisé par sa forme d'onde, sa vitesse et son amplitude. Alors, frequency déterminera la vitesse du LFO, qui est exprimée en Hertz par défaut. Plus on l'augmente, plus ça ira vite. Depth déterminera l'amplitude de la forme d'onde, c'est-à-dire plus elle sera grande en quantité, en amount, plus le paramètre sera modulé dans ses valeurs extrêmes. Alors, il existe 2 rotatifs, c'est-à-dire 2 réglages différents pour moduler nos paramètres. Le rotatif delay, lui, retardera l'action du LFO de 0 à 30 secondes. On a la section waveform qui permettra de choisir la forme d'onde du LFO, donc triangulaire, saw, en forme de rampe, en square, en RND pour random, soit aléatoire, appelé aussi le sample and hold. Et la forme d'onde, donc, est l'un des critères en fait les plus importants, car c'est elle qui déterminera en fait comment les valeurs du paramètre modulé vont évoluer dans le temps. Si par exemple on prend une forme d'onde en forme de rampe, les valeurs vont monter progressivement suivant la forme de la courbe, alors que si on a une onde square, carré, les valeurs vont passer d'une valeur minimale à maximale successivement. 5 permet de choisir la synchronisation, le mode de synchronisation du LFO en Hertz, sur les fréquences par défaut, ou sur 5, c'est-à-dire synchronisé au tempo de votre session, ou avec d'autres divisions rythmiques, notamment avec les triolets, les pointés, etc., etc. Le cycle continue sans interruption tant que vous restez appuyé sur une note, mais il est possible de redéclencher le cycle du LFO à chaque nouvelle note en activant l'option Reset. Ensuite, nous avons les destinations, c'est-à-dire sur quels paramètres le LFO agira. Donc on pourra moduler l'oscillateur 1 et 2, ainsi que la pulse width 1 et 2, la largeur d'impulsion. On pourra également jouer sur le filtre, l'amplitude et le panoramique. Pour affecter le LFO à un paramètre, il suffit d'activer le paramètre désiré. On peut en activer plusieurs en même temps. Remarquez qu'on a le dosage, en fait, on a 2 dosages, c'est-à-dire le mount, donc avec le depth 1 et depth 2, avec deux amounts en fait différents pour chaque groupe de paramètres.
Alors un petit tips ici, on va essayer des modulations simples et très connues, comme les effets de trémolo ou de vibrato. Alors rappel, le trémolo consiste à moduler le volume d'une note ou d'un accord, et le vibrato, lui, consiste à moduler la hauteur, c'est-à-dire le pitch d'une note ou d'un accord. Alors je vais mettre mon preset par défaut. Observez que mon oscillateur 1 est affecté par mon LFO. Je n'ai plus qu'à doser l'intensité de la modulation de la hauteur de mon oscillateur 1 avec le rotatif depth 1 pour créer un effet de vibrato. On teste. Je remets mon depth 1 à 0, je désactive l'assignation du LFO du filtre pour le mettre sur l'amplitude. Je monte le depth 2 pour doser l'intensité du LFO sur le paramètre d'amplitude. On fait le test. Et j'obtiens donc un effet de trémolo. Alors un autre petit tips, on va essayer de créer des textures plus riches et complexes. Donc je vais repartir sur un preset initialisé. Je désactive toutes les modulations du LFO. On active l'oscillateur 2 pulse width, la cross mode de l'oscillateur 1 plus la ring modulation. Je monte le volume de l'oscillateur 2. J'active l'oscillateur 2, enfin l'oscillateur 1 pulse width de l'oscillateur 2. On va moduler les pulse width avec notre LFO en activant PW1 et PW2 et on augmentera donc le depth 1 pour doser la modulation. Puis on change la forme d'onde en aléatoire. On essaye comme ça pour voir. Donc on va encore maintenant complexifier notre son. On va rester en mode solo et basculer sur notre layer 2. Alors on active l'oscillateur 2 pulse width, donc sur la ligne de l'oscillateur 1, l'oscillateur 1 pulse width sur la ligne de l'oscillateur 2, et on active le hard 5. Et on va monter le volume de l'oscillateur 2. On va changer la vitesse du LFO afin qu'elle soit différente du layer A. On va le mettre par exemple sur 5, fréquence 5. Une profondeur, le depth 1, qui sera plus importante, sur 8 par exemple. Et on active donc la destination de modulation, donc PW1 et PW2. La forme d'onde reste toujours aléatoire sur random. Et enfin, pour entendre notre son global, on repasse en mode duo, donc on fait le test. Et là, on entend bien en fait les modulations qui arrivent aléatoirement dans l'espace sonore et qui rendent le son vraiment complexe et riche et surtout texturé. On peut essayer de basculer en mode stéréolink, qui devrait normalement nous permettre d'entendre avec plus de précision ces modulations aléatoires. On fait le test. On entend bien les détails de ces modulations qui sont produites par un simple LFO.
Ensuite, on a la section Master LFO, hein, qui, comme son nom l'indique, jouera sur le son global, c'est-à-dire sur les deux layers en même temps, si A et B sont activés, bien évidemment. Sinon, on pourra choisir soit le A ou soit le B. Frequency contrôlera, comme d'habitude, la vitesse du LFO. Le 5 permet de choisir le type de synchronisation, comme on a vu tout à l'heure. Et on montrera les faders des paramètres qui sont modulés, comme le pitch, hein, pour la hauteur des oscillateurs, la pulse width, hein, donc pour la largeur d'impulsion, le filtre, l'amplitude, le panoramique. On teste les faders avec A et B activés. Et ensuite, on a Mode Wheel, hein, qui permet de doser la modulation via la molette de modulation. Donc, si elle n'est pas activée, la modulation sera instantanée. Si elle est activée, il faudra utiliser la molette de modulation de votre clavier ou du contrôleur MIDI pour doser l'intensité de la modulation. Alors maintenant, on va voir les fonctions en fait qui sont en façade, hein, du synthé. Donc la section glide et portamento, donc le glide et le portamento, hein, permettent d'effectuer un glissement de notes plus ou moins rapide. Hein, on pourra sélectionner sur quel oscillateur on souhaite que le glide soit actif, hein, soit l'oscillateur 1, soit le 2 ou soit les deux. Le rotative speed permet de contrôler la vitesse de glissement qui est exprimée en secondes par octave. Et on peut choisir entre port ou glide. Alors en position port, le glissement de la note se fait en montant ou en descendant en fonction des notes jouées. Et le glide ne sera pas répété si on rejoue la même note, hein, plusieurs fois de suite. Et il glissera d'une note à l'autre si elles sont maintenues en même temps. Alors on va faire le test avec la même note répétée. Et on fait le test avec une note, hein, et puis je joue une seconde tout en maintenant la première appuyée pour entendre le glissement progressif. En position glide, ça activera le rotative glide amount, hein, qui est bipolaire, c'est-à-dire que on peut choisir si le glide va monter au niveau du pitch, hein, de la hauteur de la note jouée, donc de 0 à plus 5, et descendre, hein, le pitch de 0 à moins 5. Mais pas de glissement entre les deux notes maintenues si on est en mode mono. Le mode mono, vous pouvez l'activer juste en bas, hein, avec la polyphonie, soit avec deux niveaux de polyphonie, ou soit en mono. Ensuite, on a l'unisson, hein, donc ce mode superpose 5 copies des oscillateurs en une seule note. Donc on va prendre notre preset par défaut,
Et je vais monter le volume de l'oscillateur 2, descendre d'une octave, hein, l'oscillateur 2 à 10. Et donc ici, on fait le test et on obtient un son qui est un peu plus gras en jouant note par note. Et maintenant, je vais activer l'unisson et je rejoue une simple note. On fait le test. Et là, on obtient un son avec encore plus de profondeur, hein, 2 dimensions. Et tout en bas, on a un A hein, qui correspond au D-tune pour doser l'étendue des voix de l'unisson de 0 à 100%. On va faire le test à 100%. Et sur des valeurs hautes, donc le son deviendra encore plus gras. Je peux basculer sur le layer B, monter également le volume de l'oscillateur 2, activer l'unisson, et en bas changer le D-tune du layer B. Je vais basculer en mode duo pour entendre les 2 layers. Et là on fait le test à 50%. Donc un autre petit tips, on va essayer de créer un effet de basse Reese. On va reprendre un preset par défaut. On va monter le son de l'oscillateur 2. On transpose l'oscillateur 2 légèrement à 0,400. Et l'octave sur 16. J'active l'unisson. Je mets à 80%. Je baisse la fréquence de mon filtre vers 300 Hz. Et je vais le faire monter progressivement avec mon LFO. Donc la vitesse du LFO vers 300 Hz également. Et le depth 2 sur 4, hein, qui est donc activé sur mon filtre. On écoute. Donc on fait le test, hein, et avec mon filtre en restant appuyé sur une note. Maintenant je vais cloner mon A sur le layer B en cliquant sur le Stereo Link. Et là écoutez comment le son prend de l'ampleur, hein, comment il s'exprime dans l'espace stéréophonique. Alors ensuite, nous avons à notre disposition un chorus hein, qui permet de créer des timbres riches qui sonnent analogiques sans pour autant sacrifier des voix de polyphonie. Donc on a plusieurs niveaux d'intensité. Off, où il n'y aura pas de chorus. Sur le 1, on a une voix de chorus avec un léger retard subtil. Sur le 2, on a 2 voix de chorus avec un délai plus accru, hein, pour un son plus chaud et analogique. Et sur le 3, on a 2 voix de chorus avec un délai encore plus profond, plutôt utilisé pour des presets en fait de type pad ou des strings hein, à cordes. Et à droite, on a la section Master, donc avec plusieurs paramètres, notamment le tuning, hein, qui ajuste l'accordage global du preset. On fait le test.
Hold permet de maintenir la note jouée, même si on relâche les mains du clavier, comme le ferait une pédale de sustain par exemple. Et après, on a un rotatif vintage qui permet de doser en fait ce qu'ils appellent l'effet de dispersion, situé à gauche, sous la lettre A d'Arturia. L'idée ici étant de reproduire en fait les imperfections de la machine d'origine analogique. On peut accéder au réglage de dispersion comme sur les appareils vintage, sur différents paramètres comme le pitch des oscillateurs, les niveaux, le level des oscillateurs, le cutoff, donc la fréquence de coupure du filtre, le temps de l'enveloppe, la pulse, donc l'impulsion, le drive pour les niveaux de gain, la résonance du filtre, et le pan spread pour la dispersion des voix dans la stéréo. Dans la section du bas, on a à disposition un clavier sur lequel on peut jouer des notes avec la souris ou un trackpad. Viennent s'ajouter 2 molettes de pitch pour faire glisser les hauteurs de notes. Ainsi qu'une molette de modulation, la Mod Wheel. Et enfin sur la gauche, on a la section multi-harp. Donc le multi-harp permet d'utiliser 4 arpégiateurs indépendants afin de créer des rythmes ou des mélodies complexes. Alors petit rappel, un arpégiateur permet, en appuyant sur une ou plusieurs notes, de déclencher une suite de notes en suivant un modèle, un certain ordre de lecture en quelque sorte. L'arpégiateur transforme en fait les notes des notes statiques en notes mélodiques, c'est ça qu'on peut retenir. Donc le rotatif rate déterminera la vitesse de l'arpégiateur. Le rotatif gate déterminera la longueur des notes arpégées. Et ensuite, on activera le nombre d'arpégiateurs qui joueront en même temps. Alors, prenons l'exemple avec le preset Nightlight qui dispose de 4 multi-harp. On va tester le preset. Donc on désactive le 2, 3 et 4 et on appuie sur une hauteur, sur une note en fait pour écouter la séquence avec le numéro 1. Après on va désactiver le 1 et activer le 2 pour écouter la deuxième séquence. Pareil, on désactive le 2 pour activer le 3. On teste. Et on désactive le 3 pour activer le 4. Le bouton Edit, lui, permet d'accéder au menu avancé. Donc on va rester avec notre preset Nightlight et on va rentrer dans le contenu du multi-arpégiateur. Dans la vue avancée, on observe qu'il y a plusieurs sections. Alors voyons le mode multi-harp. Alors déjà, on peut activer et désactiver l'ensemble des multi-harp avec le bouton On-Off. Dans la seconde colonne, on peut accéder aux 4 arpégiateurs nommés respectivement Harp 1, 2, 3, 4. On peut les sélectionner un par un afin d'avoir un aperçu de comment ils sont constitués sur la partie droite, c'est-à-dire au niveau de l'arpégiateur, du rythme et de la note. On peut activer ou désactiver chaque arpégiateur avec le bouton On-Off. Et chaque arpégiateur peut être mis en solo avec le S afin de se concentrer uniquement sur l'arpégiateur qui est en cours d'utilisation. On peut choisir plusieurs solos en même temps d'ailleurs. Et on peut également envoyer les notes arpégiées uniquement sur un layer A, sur le B ou sur les deux en même temps. Là, observez dans la section basse les notes qui seront jouées dans le clavier. Et on peut déplacer les flèches à gauche à droite pour les visualiser, suivant si les notes sont très basses ou très hautes.
Dans la section de gauche, on va ajouter les réglages globaux. Donc déjà, on peut verrouiller nos réglages avec le cadenas afin de préserver notre configuration lorsqu'on change de preset. En dessous, on pourra afficher un menu déroulant ou faire défiler les presets qui sont préprogrammés pour l'arpégiateur. Depuis le menu déroulant, on pourra accéder à une liste de presets et celle du user, de l'utilisateur, c'est-à-dire vos presets perso que vous pouvez enregistrer avec la petite disquette. On va tester les différents presets. Alors je vais garder le preset Funky Tone pour notre exemple. Observez que les presets arpégiateurs peuvent contenir donc de 1 à 4 arpégiateurs activés. Le rate détermine la vitesse globale de l'arpégiateur. On pourra choisir le type de synchronisation sur un BPM ou d'autres divisions rythmiques, comme d'habitude. Le gate ajustera la longueur des notes arpégées. Et enfin, on pourra sélectionner la clé, la note fondamentale, the key, en montant ou en descendant avec la souris tout en maintenant le clic gauche souris. Et à droite, on pourra choisir la gamme de notes dans laquelle on souhaite travailler, ce qui permet de rester en harmonie avec votre projet musical sans risquer de jouer des fausses notes. On peut personnaliser d'ailleurs cette gamme en sélection Custom et en retirant les notes non voulues dans la gamme. Maintenant qu'on comprend un peu mieux les éléments globaux, on va s'attaquer à l'arpégiateur individuel. Alors on va se concentrer uniquement sur l'arpégiateur 1 et on va jouer un accord, donc plusieurs notes en même temps. Par défaut, l'arp est sur up, c'est-à-dire avec une lecture de notes montante, de la note la plus basse à la plus haute. On peut faire défiler les flèches gauche-droite pour faire défiler donc les différents patterns, c'est-à-dire les différents motifs ou ordres de lecture de notes. Sinon, on peut accéder à un menu déroulant pour choisir un pattern depuis une liste proposant donc plusieurs catégories de styles de pattern. Puis je reviens sur up. L'option transpose permet de changer la hauteur des notes MIDI entrantes en demi-ton à plus ou moins 36 demi-tons. On fait le test. Octave permet donc à l'arpégiateur d'étaler ses notes sur plusieurs octaves, jusqu'à 5 maxi.
Et le Star Offset permet de choisir le point de départ, c'est-à-dire le premier step, le premier pas de déclenchement de la séquence de 1 à 8. Maintenant, on va s'attaquer au module Rhythm, qui utilise donc une approche en fait de séquenceur pas à pas, un step by step, pour définir comment les notes arpégiées seront jouées. Alors, c'est très visuel et on comprend tout de suite comment ça fonctionne. Le rate va déterminer la vitesse de lecture des notes. En dessous, on pourra choisir depuis un menu déroulant ou avec les flèches directionnelles gauche-droite le nombre de steps de lecture, jusqu'à 16 maximum. Retrig permet de choisir à quel moment le rythme sera redéclenché, donc soit à la prochaine note jouée, soit en fonction des divisions rythmiques, c'est-à-dire sur un 16e qui est très rapide, un 8e, un quart. Observez l'axe de rotation des notes qui revient rapidement au début de son cycle. Length détermine la longueur du motif rythmique, de 2 à 16 maximum. Maintenant, on va voir le module Note, qui permettra de donner du caractère, notamment un caractère aléatoire, avec plus ou moins dynamique dans l'arpège. Alors le gate permet de multiplier ou diviser la vitesse globale de l'arpégiateur qui est sélectionné. Encore une fois, c'est très visuel. Random, comme son nom l'indique, ajoutera une notion aléatoire dans le dosage du gate. Et si je mets un random à 100%, on entendra des nuances, des irrégularités dans le gate. Note repeat détermine le nombre de fois que la note sera répétée par pas ou step, de 1 à 4. Et Velocity permet de doser l'intensité de la vélocité des notes en 30, jusqu'aux extrêmes, de moins 100 à plus 100%. Alors maintenant, on va voir le mode avancé des effets. Donc dans cette section, on pourra choisir jusqu'à 4 effets simultanés pour traiter le signal audio du synthé. On a 4 emplacements, qu'on appelle aussi des slots dans le jargon, qu'on peut activer ou désactiver avec le bouton on-off. Une fois allumé, on cliquera sur le nom des effets ou sur None, s'il est vide, pour afficher la liste des effets disponibles. Alors on a toujours la même approche d'Arturia qui propose des effets classés par type d'effet, les reverbs, les compresseurs, les filtres, les distorsions,
et enfin les modulations. Alors je ne vais pas tous les passer en revue, hein, je vois pas vraiment l'intérêt, hein, je vous laisserai les tester par vous-même. Par contre, quand vous avez un effet sélectionné, vous pouvez aller chercher donc un preset associé à cet effet, hein, sur la droite, en cliquant sur Preset. On peut également copier l'effet en cours d'utilisation sur un autre emplacement. Avec les 6 points verticaux, on peut déplacer en fait le module d'effet vers un autre emplacement par glisser-déposer. Alors maintenant, on va voir le mode avancé des modulations. Alors le synthé propose 4 types de modulateurs, une courbe ADSR en orange, une courbe fonction en vert, hein, qui ressemble étrangement à la courbe fonction du synthé virtuel Pigments d'Arturia, que je vous recommande d'ailleurs. On a une courbe random en violet et un séquenceur en rose. Alors donc on a 3 emplacements dédiés à ces modulateurs. On peut sélectionner les types de modulation depuis un menu déroulant. Alors un petit tips, comment affecter une courbe de modulation à un paramètre? Alors on va prendre l'exemple d'une modulation qu'on souhaiterait effectuer sur le cutoff, c'est-à-dire la fréquence de coupure du filtre, avec une courbe fonction en vert qui, comme vous le voyez, a l'avantage de tourner en boucle, donc elle est cyclique comme un LFO. On observe au-dessus du nom fonction un aperçu de la forme de la courbe qui défile, et en passant la souris dessus, on affichera une croix qu'il faudra glisser en maintenant le clic gauche souris jusqu'à la destination du paramètre qu'on souhaite moduler. Ici jusqu'au cutoff, c'est-à-dire sur le rotatif frequency du filtre multimode. Lorsqu'on sera positionné sur notre paramètre, on affichera un camembert qui permettra de doser l'intensité, c'est-à-dire le mount de la modulation sur le paramètre par rapport à sa position actuelle. On fait le test. Si je mets mon cutoff sur 5, c'est-à-dire en position à midi, hein, je pourrais doser la modulation vers la droite ou vers la gauche. On peut voir l'intensité de la modulation avec le voyant bleu, hein, qui se déplace en permanence sur le rotative frequency en fonction de la vitesse et en fonction de la vitesse de la courbe et de sa forme. On peut changer la forme de la courbe manuellement. On peut en choisir directement une autre au-dessus. Ou on peut aller chercher un preset de courbe, hein, depuis le menu déroulant, ou les faire défiler avec les flèches directionnelles gauche-droite. Alors, je peux décider aussi d'aller chercher la courbe random et de l'affecter sur mon paramètre de panoramique pour apporter un petit côté aléatoire dans l'espace stéréophonique. Donc je vais glisser la croix random sur le rotatif pan du layer avec une amplitude assez faible. On entend bien ces petites nuances gauche-droite. Donc chaque courbe ou séquenceur propose ses propres paramètres d'édition, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails d'édition des courbes, puisque ce sont les mêmes que j'ai déjà expliqués dans le plugin Pigments, que je vous invite donc à consulter. Je vous invite donc à consulter cette vidéo si vous êtes débutant et que vous souhaitez en savoir davantage sur le sujet. Alors on peut visualiser donc les modulations affectées aux paramètres en passant la souris sur le paramètre, mais aussi sur la courbe avec la petite croix, hein, qui affichera le nom du paramètre ainsi que la possibilité de changer l'amplitude de la modulation. Si vous souhaitez supprimer une affectation, il suffira tout simplement de double-cliquer sur le camembert pour le faire disparaître.
Alors maintenant, on va voir le mode avancé du clavier, le keyboard. Donc c'est ici qu'on va configurer le comportement, c'est-à-dire comment devra réagir votre clavier MIDI. Imaginons que je souhaite moduler mon cutoff frequency avec ma molette de modulation, la mode wheel. Et ben, même principe qu'avec mes courbes. Je vais glisser ma croix rose mode wheel sur mon rotative frequency, qui est au maximum, donc ouvert. Je dose donc son amplitude avec le camembert au maximum de son intensité. Et maintenant, je joue une note et je bouge ma molette de modulation, donc on observe et on entend bien en fait la modulation sur mon paramètre frequency. On peut modifier la courbe, la curve édition de progression. On a un affichage qui permet d'activer ou de désactiver la modulation. Et on peut modifier le mount, c'est-à-dire l'intensité de la modulation avec le fader horizontal. Et supprimer également l'affectation avec la croix clear. Ensuite, nous avons d'autres sources de modulation MIDI, comme le keyboard tracking, qui serait d'ailleurs très utile sur le paramètre frequency, qui adaptera en fait la fréquence de coupure en fonction de la position, de la hauteur des notes jouées. On pourra utiliser la vélocité pour moduler un paramètre, comme le volume par exemple. Plus on appuiera fort sur une note, plus le volume sera fort, et inversement. Et on pourra utiliser l'aftertouch, qui correspond à un appui forcé lors des notes maintenues, pour enclencher d'autres modulations, voire configurer des modulations par glissement MIDI avec le contrôleur MPE, si vous en avez un. Enfin bref, vous aurez compris le principe. Alors maintenant, on va voir le mode avancé des macros. Alors les macros vont vous permettre de contrôler plusieurs paramètres avec un seul bouton. Et cela sera très utile, notamment si vous jouez en live, si vous souhaitez modifier plusieurs paramètres en un seul coup. Donc je reprends mon preset par défaut, qui affiche déjà des macros. J'ai 4 macros disponibles, contenant plusieurs affectations. On a le brightness, timbre, time et movement. Je sélectionne sur la gauche ma macro qui affichera sur la droite les paramètres qui sont assignés. Pour la macro 1, je contrôle les fréquences de coupure des 2 layers. Pour la macro 2, la résonance des 2 layers, etc., etc. Je peux renommer mes macros en cliquant en dessous du rotatif de la macro, et je peux la tester en tournant le rotatif qui est juste au-dessus. On peut comme toujours changer l'intensité des modulations avec les faders horizontaux, et supprimer une ou toutes les affectations avec l'option Clear ou Clear All. Alors les petits tips, c'est ici on va essayer de voir comment réaffecter ces paramètres à la macro 1. Donc je vais positionner mes rotative frequency du layer A et B en position à MIDI. Au-dessus de la macro, je prends la croix numéro 1 que je glisse sur frequency du layer A, et j'en dose l'intensité, et idem pour le layer 2. Ainsi, quand je bouge mon rotatif macro 1, je visualise bien la modulation sur mon layer A, puis sur mon layer B. Observez qu'on a accès aux macros tout en bas du plugin. Voilà, vous savez comment créer une macro. En conclusion, que dire de ce synthé ? Je trouve qu'il sonne très bien, c'est la qualité Arturia, on est toujours dans la reproduction fidèle des appareils d'origine avec des petits plus, voire même des gros plus de la team. On a des modulateurs qui sont inspirés de Pigments intégrés dans le SynthX.
Le principe de double couche layer A et B ravira les utilisateurs du synthé virtuel Silence, mais avec encore plus de possibilités d'édition. Le multi-harp est extrêmement puissant, combiné aux effets multiples, on peut vraiment s'amuser avec ce synthé virtuel. Alors je connais pas le prix de lancement, je ne sais pas d'ailleurs s'il fera partie de la V-Collection, donc on le saura le jour de la sortie, officielle, surprise. Je pense qu'on va s'arrêter là, puisque si vous avez tenu jusque-là, je vous dis bravo, car il y avait quand même pas mal de choses à dire pour prendre en main ce synthé dans les meilleures conditions. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors oui, je fais des vidéos longues, je le sais, mais c'est un peu ma marque de fabrique. Parce que regarder une vidéo en faisant 2-3 clics par-ci par-là et en disant que c'est bien sans rien expliquer, c'est pas du tout ce qui m'intéresse de faire. Je pars toujours du principe que comprendre ce que l'on fait permet d'être créatif et que reproduire bêtement ce que les autres font n'a aucun sens à mon goût. Donc si je fais des vidéos longues, c'est que je pense que cela est nécessaire. Donc je referme la parenthèse. Sur ce, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Un petit j'aime, c'est toujours bienvenu. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao les amis.